Un Bitcoin à 63 800 dollars et pourtant on n'a que des news positives sur le marché des cryptos. On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais justement c'est une période très très intéressante à analyser. Regardez, on est sur le Crypto Fear and Greed dans le neutre, c'est-à-dire on est à 51. Donc on n'est ni dans la peur, ni dans l'euphorie, mais la plupart des gens en fait semblent avoir quitté le marché et semblent s'en foutre alors qu'on est quand même assez proche de l'ATH. On a des news qui sont absolument délirantes. Regardez juste sur le BNB par exemple, on a dépassé l'ATH. Alors il faut regarder un peu plus longuement. Là, début juin, on est passé à 720 dollars sur le BNB. Regardez, c'est le plus haut historique sur cette crypto-monnaie. C'est la crypto-monnaie de Binance et c'est la cinquième capitalisation du marché, si je ne dis pas de bêtises exactement. Non, quatrième. Et donc, on n'a que des news positives. Regardez, on va faire un petit tour sur les news. Déjà, on va commencer avec MicroStrategy qui continue d'accumuler. Donc, Michael Saylor, c'est un crypto convaincu, c'est-à-dire que lui, il place énormément d'argent dans le Bitcoin. Et ils ont acheté encore 11 931 nouveaux bitcoins. C'est-à-dire que MicroStrategy, ils détiennent énormément de bitcoins. Cette dernière acquisition représente 786 millions de dollars. Ça fait qu'ils ont à peu près 1,15% de la supply totale du bitcoin. Donc en termes de centralisation, ça peut commencer à poser certaines questions, mais je pense que pour l'instant, c'est quelque chose de positif puisqu'il fait une super promotion du bitcoin et surtout, ils ont un coût moyen du bitcoin situé à 36 000 dollars. Donc eux, ils vont se mettre extrêmement bien pendant la phase haussière. Après, je ne sais pas exactement la stratégie de Michael Saylor, s'il compte un moment sortir ou s'il compte ne jamais prendre de profit. Ce serait dommage qu'il nous dump un peu tout sur la tête, mais je pense que il voit vraiment long terme. Voilà, on va passer sur les news sur Twitter. Je voulais vous partager le compte de Binance France qui publie des posts souvent très intéressants. Là, par exemple, c'est un petit tuto sur comment fonctionne le carnet d'ordre. Donc, en fait, quand vous êtes sur Binance et que vous voyez des chiffres dans tous les sens, et bien finalement, c'est pas si compliqué que ça. On a les ordres de vente, les ordres d'achat, le dernier prix tradé et en fait la taille des ordres et de vente à chaque prix. C'est-à-dire pour un prix à 28 500, ça représentait ici 2 bitcoins, etc., etc. Donc évidemment, ça c'est un exemple puisque le dernier prix tradé n'est pas de 28 000, mais plutôt de 63 000. Ensuite, Binance toujours qui nous dit que si on détient des BNB et qu'on les stake sur la plateforme, on va être éligible à des potentiels airdrops. Donc on va voir ce qui va arriver. C'est toujours intéressant de détenir du BNB sur Binance. Je rappelle, la majorité des cryptos, vous devez les sortir des plateformes d'échange si vous commencez à avoir un capital conséquent. Mais quand il s'agit du BNB, comme il est intrinsèquement lié à la plateforme, vous pouvez le laisser sur la plateforme en fait et tout simplement le staker pour pouvoir obtenir des jolis cadeaux comme des airdrops et souvent aussi on peut participer au launch pool. Ensuite, toujours avec Binance, ils sont en phase de conformité dans la majorité des pays, c'est-à-dire que Binance, leur stratégie c'était d'acquérir un maximum de clients puis maintenant de se réguler, alors que Coinbase, d'abord ils ont cherché la régulation et maintenant ils cherchent à acquérir un maximum de clients. C'est pas exactement ça ce qui s'est passé, mais en gros Binance, là, ils sont dans une phase de régulation profonde et on voit qu'ils sont en train de faire des démarches en Inde et au Canada. Ensuite, donc, on revient sur MicroStrategy qui achète près de 12 000 nouveaux bitcoins. Je voulais vous parler aussi de tout simplement les actifs des Français. Donc, les Français les plus riches investissent massivement dans des actifs financiers, c'est-à-dire que dans la classe populaire, on va dire, c'est la majorité de leur patrimoine, ce sont des dépôts bancaires. Puis, plus on avance avec un capital conséquent, plus on va avoir de l'immobilier. Et dans les grandes fortunes, on va voir que c'est des actifs financiers qui sont représentés dans la majorité du capital de ces gros portefeuilles, tout simplement, des gros patrimoines. Ce sont des actifs, généralement des actions, du private equity, etc. Ensuite, les 7 magnifiques, c'est-à-dire les GAFAM plus Tesla et Nvidia. Donc les GAFAM, pour rappel, c'est Google, Facebook, Amazon, Microsoft et Apple, ont représenté donc une énorme partie du S&P 500 et surtout on peut voir donc qu'ils ont fortement surperformé le reste du S&P 500, mais ils sont moins dans une bulle financière, on va dire, que la bulle des dot-coins, c'est-à-dire la bulle des valeurs de la bulle internet qu'on a eu tout simplement dans les années 2000. On voit qu'ici on était à 47 fois plus élevé que le S&P 500 et aujourd'hui on est quand même un peu moins sur les 7 magnifiques, bien que ce sont quand même ces entreprises qui drivent le S&P 500. On va parler aussi du minage de Bitcoin qui est en grande partie effectué aux États-Unis. On a aussi une grande partie en Chine, alors que pendant le précédent cycle, la Chine avait interdit le minage de crypto, mais bon, finalement, on voit que quand même ils détiennent 20% des mineurs de Bitcoin. Le Kazakhstan aussi représente une grande partie. Et ensuite, on a d'autres pays où c'est un petit peu plus diversifié. L'Ethereum qui a été acté
enfin, la SEC a acté que l'Ethereum était une commodities et non pas une securities. Et donc, c'est plutôt une victoire, comme le dit Asher, pour l'écosystème, tout simplement, puisque les ETF vont pouvoir être validés. Et d'ailleurs, on a eu cette validation des ETF avant même que la SEC nous dise que l'Ether était une commodities. Donc, en fait, il s'est passé pas mal de choses. On reviendra après sur les news, mais les ETF Ether sur l'Ether, au niveau du spot, ont été acceptés par la SEC. Donc, on a évidemment plusieurs émetteurs d'ETF, dont on retrouve BlackRock. Les ETF seront listés courant juillet, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, je pense que ça sera très intéressant, même si les liquidités, je pense qu'elles ne seront pas exactement les mêmes que sur le Bitcoin, puisque la proposition de valeur de Bitcoin est quand même complètement différente de celle de l'Ether. Ensuite, évidemment, on a des rumeurs autour d'un ETF Solana, d'un ETF Ripple et finalement des ETF qui pourraient arriver sur plein d'autres. Pourquoi pas un ETF sur le Dogecoin finalement? On va voir, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tout est possible dans le marché des cryptos, tout est possible dans les futures années. La plupart des riches de cette planète sont américains, sauf le plus riche de la planète, qui est Bernard Arnault, qui détient donc la société LVMH et qui est finalement la personne qui a le plus de capitalisation. Alors évidemment, 233 milliards, ce n'est pas la richesse qu'il a dans son compte en banque et qui est cash prête à être dégainée, mais c'est la valeur de ses actifs et notamment des entreprises qu'ils ont fondées. On a Tesla pour Elon Musk, on a Amazon pour Jeff Bezos, on a Meta pour Mark Zuckerberg et ainsi de suite. Ensuite, on va finir avec ça, la répartition des 21 millions de Bitcoin en un clin d'œil. Donc, on voit que 57% de la supply de Bitcoin, elle est entre vos mains, entre mes mains, entre les mains des particuliers, c'est-à-dire toutes les personnes qui investissent sur le Bitcoin. On a 17% de Bitcoin qui sont perdus, c'est-à-dire qui ont été envoyés sur des adresses inconnues, du moins dont on n'a plus les clés. 3,4% qui sont dans les mains des mineurs, le portefeuille de Satoshi donc, qui n'a pas bougé depuis la création de Bitcoin mais qui représente quand même 5% de la supply, les Bitcoins qui ne sont pas encore minés, les gouvernements qui ont fait des saisies de Bitcoin, les ETF et les entreprises donc comme MicroStrategy. Voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va refaire des vidéos un peu plus actives sur le marché des crypto-monnaies parce qu'il ne se passe pas grand-chose, mais c'est justement quand il ne se passe pas grand-chose qu'on peut saisir les meilleures opportunités. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao!